L'opposition ivoirienne resserre l'étau sur le despote Alassane Dramane Ouattara. Les présidents Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Tidiane Thiam sont à la manœuvre avec le soutien massif du peuple ivoirien. De manière incontestable, et cela même de la bouche des derniers militants sardineux du RHDP, le rassemblement de la haute déprime et de la pourriélection ivoirienne, les mobilisations qui ont été enclenchées depuis le 9 août 2025 passé et qui se sont poursuivies hier, 16 août 2025, sur la place d'Abidjan en Côte d'Ivoire, témoignent de trois vérités incontestables. La première vérité incontestable, c'est que l'opposition ivoirienne, rassemblée dans le mouvement Trop, c'est trop, dirigé par le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire. Cette mobilisation qui rassemble donc les Ivoiriens à ces deux occasions est incontestablement populaire. Elle indique d'une manière irréfragable, les philosophes diraient d'une manière apodictique, elle indique que l'écrasante majorité du peuple ivoirien se reconnaît dans les revendications essentielles de l'opposition, à savoir la fin de l'exclusion électorale dans le pays, la fin de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara, la restitution de la souveraineté au peuple ivoirien, le retour d'une ère de compétition politique non violente, pacifique, exemplaire et transparente dans le pays, bref, la renaissance ivoirienne. Ça, c'est le premier enseignement de ces mobilisations. Le deuxième enseignement de ces mobilisations, et qui est incontestable, c'est que les leaders de l'opposition ivoirienne ont su transcender leurs calculs personnels et même légitimes, leur volonté individuelle d'être le futur président de la République de Côte d'Ivoire pour épouser une aspiration transcendante à leur personne, une aspiration transcendante à leurs individualités, une aspiration qui dépasse les intérêts de leurs partis respectifs pour épouser la cause profonde du peuple ivoirien pris en otage dans son propre sol par une oligarchie imposée par le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, la corruption locale, la division ethnique, la manipulation religieuse et régionaliste, tout ce que l'on a appelé précisément le régime pourri du restaurant RHDP de Ouattara Dramane. Mais il y a une troisième leçon incontestable qui se manifeste à travers cette mobilisation qui va de crescendo. Cette leçon est la suivante. Lorsqu'un peuple se rassemble autour d'une cause qu'il reconnaît comme sienne, aucune dictature, se proclamant telle comme la plus farouche de la terre, ne peut empêcher ce peuple de se déployer, de se manifester dans l'espace comme étant le souverain. Et c'est une leçon qui s'adresse à tous les peuples africains confrontés à la même situation. En effet, on serait tenté de penser que ces mobilisations sont possibles parce qu'Alassane Dramane Ouattara ne les réprime pas. Oh que non! Alassane Dramane Ouattara est le dirigeant politique le plus violent de toute l'histoire de Côte d'Ivoire envers ses oppositions. Quand il était Premier ministre en 1992, il a failli assassiner toute la direction de l'opposition. Quand
il en a eu l'opportunité en 1993 de tenter un coup d'État contre le régime du président Houphouët-Boigny. Il n'a pas hésité à vouloir mobiliser l'armée pour cela. En 1999, il était à la manœuvre du coup d'État qui a renversé le régime du président Bédié. En 2000, il était à la manœuvre de la tentative de coup d'État du Cheval Blanc pour assassiner le général Robert Gueye en septembre. En octobre 2000, il était à la manœuvre pour tenter de voler à Laurent Gbagbo sa victoire aux élections présidentielles de 2000 contre le général Robert Gueye. En septembre 2001, c'est lui qui était à la manœuvre du complot de la Mercedes noire. Attention, Alassane Dramane Ouattara était à la manœuvre et il est le maître d'œuvre du coup d'État de 2002 au mois de septembre à partir du Burkina Faso. C'est le même Alassane Dramane Ouattara qui refuse de respecter la première décision du Conseil constitutionnel ivoirien en décembre 2010 et préfère la guerre pour prendre le pouvoir. C'est le même Ouattara qui a tranché des têtes, massacré plus de 200 Ivoiriens en 2020 pour s'octroyer un troisième mandat anticonstitutionnel. C'est à lui qu'on a affaire actuellement et ces prisons politiques sont remplies d'Ivoiriens. Des cadres de Génération et Peuple Solidaire, des cadres de l'ancien FPI, actuel PPACI, des activistes, des prélats, des imams, des pasteurs. Le goulag de Ouattara est plein de tous ceux qui le contestent. Donc, ceux qui pensent que les manifestations du 9 août et du 16 août ont été possibles parce que Alassane Dramane Ouattara l'a voulu, se trompent. Je vais vous expliquer pourquoi elles ont été possibles. Elles ont été possibles parce qu'il valait mieux pour Alassane Ouattara qu'elle se taise. Il aurait mieux valu pour Ouattara qu'elle se taise que de tenter de les empêcher. En tentant de les empêcher, Alassane Dramane Ouattara accélérait une réaction insurrectionnelle potentielle du peuple ivoirien. C'est parce que Ouattara a bien calculé le potentiel de mobilisation populaire auquel il a affaire. C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara sait que des millions d'Ivoiriens sont sur le point de prendre toutes les rues de ce pays. Qu'Alassane Dramane Ouattara fait doucement, doucement, ce qui n'est pas de sa nature profonde. La nature profonde d'Alassane Ouattara, c'est de briser le moindre mouvement de contestation dans le pays par la violence, par la ruse, par la corruption et le mensonge. Quand vous le voyez reculer, c'est parce qu'il voit qu'il y a un gourdin qui est plus fort que tous les gourdins qu'il a jamais imaginés. Et que ce gourdin, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Rassemblé comme un seul homme. Rassemblé du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, soutenu par tous les autres peuples africains. Le peuple de Côte d'Ivoire, déterminé à marquer l'histoire, en refusant d'être capturé par la Ouattari, l'oligarchie criminelle, adoubée par Paris, qui tient le pays en otage pour quelques multinationales, qui contrôlent plus de 80% de son économie, au détriment du peuple, au travail, des jeunes hommes et des jeunes femmes, de la Côte d'Ivoire, au détriment de l'avenir, bien compris de ce pays. Écoutez-moi bien, Alassane Dramane Ouattara n'a pas laissé se tenir les manifestations du 9 et du 16 par plaisir. Il a été confronté à ce que Sigmund Freud appelle le principe de réalité, die Wirklichkeit, die Realität. Il a regardé l'ampleur des gens qui sortaient, il a compté ses forces de l'ordre, il a compté ses milices, il a dit « je me jette contre eux maintenant ou pas ». Il a consulté autour de lui ses chefs des principales forces armées, et bien ensuite des forces de gendarmerie et des forces de police. Il a consulté ses chefs de milice avec la question « je tape ou je ne tape pas ». Ils lui ont dit à l'unanimité « patron, il vaut mieux pas taper. Parce que si on tape, on ne sait pas comment ils vont rendre. Ils sont trop nombreux. Patron, il ne faut pas taper. Parce que si on tape là, on ne sait pas comment ils vont rendre parce qu'ils sont trop nombreux. » Une troisième fois, l'explication est là-dedans. On a dit à Ouattara, patron, ils sont trop nombreux. Faut pas taper. Parce que si on tape,
On ne peut pas savoir comment ils vont rendre. Allons doucement, doucement. Voilà les premières analyses qu'il faut faire pour comprendre ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Mais ce dimanche, je voudrais décrypter finement le jeu de chacun des grands acteurs de l'opposition pour montrer comment ils sont en train de réussir à créer une alchimie bénéfique pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je prends le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est un fait incontestable, jouit d'une popularité politique jamais démentie dans ce pays. Depuis le temps où il s'est levé comme principal leader de l'opposition contre Félix Houphouët-Boigny. Jusqu'à ce jour. Il est incontestablement l'homme politique le plus ancien, l'homme politique qui est le plus populaire dans le pays, dans la situation actuelle, en raison de sa longue carrière de résistant politique. Vous pourrez observer que le président Laurent Gbagbo a avec le peuple de Côte d'Ivoire une relation qu'on va appeler une relation intuitive, une relation non verbale. C'est-à-dire qu'en fait, les Ivoiriens devinent ce que le président Gbagbo va dire avant qu'il ne le dise. C'est très rare dans le leadership politique qu'il y ait quelqu'un qui, avant d'ouvrir sa bouche, est déjà deviné, pressenti par les siens. Il utilise donc ce charisme naturel, ce don, parce que ça, c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui donne ça à quelqu'un. Qu'à un moment donné, entre son peuple et lui, il y a une entente intuitive. Même les adversaires de Laurent Gbagbo sentent ce qu'il va dire. Même ses adversaires. C'est-à-dire que les gens du RHDP là, quand ils s'asseyent pour regarder Laurent Gbagbo en train de parler, eux-mêmes se retrouvent en train de deviner ce qu'il va dire, de ressentir ce qu'il dit. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est imbibé de son pays, qui est imbibé de la mentalité de son pays, et que son pays ressent de manière intuitive et directe. Le deuxième élément important dans la logique politique du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il a été capable de déjouer le principal piège qui lui était tendu à son retour d'exil. Quel était le piège qui lui était tendu? On avait arraché son organisation politique, le FPI, pour la confier à son ancien Premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan, et on voulait que le président Laurent Gbagbo s'épuise à se disputer le FPI avec son ancien Premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan. Car en réalité, c'est le RHDP au pouvoir, c'est Alassane Ouattara qui a favorisé le schisme dans le FPI. C'est lui qui a renforcé Pascal Affi-N'Guessan dans l'espoir d'affaiblir Laurent Gbagbo. Or, quand il est revenu, Laurent Gbagbo n'est pas resté longtemps dans ce mauvais rêve. Selon la belle métaphore qui a été retenue, il a laissé Pascal Affi-N'Guessan avec l'enveloppe vide. C'est-à-dire le non-FPI, mais ça, l'essentiel, l'écrasante majorité des militants du FPI. Il a créé le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, laissant Pascal Affi-N'Guessan avec une enveloppe vide appelée FPI. C'est-à-dire un groupuscule isolé, marginal, que personne de sérieux ne prend au sérieux. Ça, c'est le deuxième élément de la stratégie de l'homme. Il s'est reculé quand il s'agit de batailles inutiles. Il n'aime pas les batailles inutiles. On pourrait même penser à certains moments qu'il est lâche. Mais c'est parce qu'il choisit ses batailles. Quand une bataille n'est pas pour lui essentielle et qu'elle ne constitue pas la contradiction principale, Laurent Gbagbo peut paraître comme le plus mou, le plus modéré, le plus détaché des types. L'ancien président de la FIF, Jacques Anouma, raconte une anecdote intéressante pour éclairer ce que je suis en train de vous dire à propos de Laurent Gbagbo. Il y avait un match, je pense que c'était un match en 2006, un match décisif pour la qualification, en 2005 peut-être, décisif pour la qualification de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, en 2006. Il y avait un match comme cela, et je crois que c'est Jacques Anouma qui était président de la FIF. En général,
l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de football bénéficie tout naturellement du soutien total du président de la République. Et le président Laurent Gbagbo avait toujours été et est demeuré un soutien bien total de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais on ne sait trop pourquoi. Jacques Anouma raconte que le président Gbagbo semblait savoir que l'équipe de Côte d'Ivoire risquait de perdre ce match face à l'équipe du Cameroun. Tout en soutenant l'équipe de Côte d'Ivoire et ayant flairé la fragilité de cette équipe, Laurent Gbagbo avait déjà préparé son propre esprit à l'éventualité de la défaite. Parce que, par plusieurs moyens d'analyse et d'intuition, il avait senti que ce match-là serait perdu. Je pense en particulier qu'il avait tiré des leçons d'une expérience que la Côte d'Ivoire a connue. Je vivais encore à l'époque en Côte d'Ivoire, en décembre 1995. La SEC Mimosa était déjà pratiquement qualifiée pour gagner la Super Coupe des Champions. La SEC avait réussi un match aller de très bonne qualité en Afrique du Sud contre l'équipe de Orlando Pirates. Et il suffisait d'un nul à Abidjan pour que la SEC Mimosa soit sacrée championne d'Afrique. Il y avait une telle euphorie autour de ce match retour. Des maquis avaient été fermés par les supporters de la SEC, qui étaient sûrs que cette fois-ci, la Coupe d'Afrique des clubs champions échouerait dans leurs mains. Et le président Henri Konan Bédié, qui était alors au pouvoir, s'était laissé entraîner dans cette euphorie générale. S'était précipité au stade avec l'écharpe de la SEC autour du cou. Une catastrophe se produisit pendant le match. L'équipe sud-africaine réussit à marquer in extremis, sur la base d'une bourde de la défense centrale de la SEC Mimosa, un but qui mettait fin au rêve d'avoir cette année-là la Coupe d'Afrique des clubs champions à Abidjan. Un journaliste de la presse bleue s'était empressé d'écrire à la une de son journal le lendemain. Bédié était au stade, le malheur aussi. Là, le président Bédié se comporta vraiment avec beaucoup d'autorité et même d'autoritarisme. Il fit arrêter le journaliste et lui fit administrer une fessée, tellement la défaite lui avait fait mal. Le président Gbagbo, qui est un historien, et qui avait vu la même euphorie monter en Côte d'Ivoire, à la veille de ce match Cameroun-Côte d'Ivoire, qui devait être remporté 3-2 par l'équipe du Cameroun, avec un terrible Achille Webo, Laurent Gbagbo avait senti que si ce match-là ne se passait pas bien avec lui au stade, la douleur allait être encore supérieure. Il avait décidé d'envoyer tout son gouvernement au stade et lui de leur dire « Je vous attends au palais ici. Si c'est bon, vous venez, on va fêter. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Venez quand même, je vais vous soutenir. » J'en tire l'idée que Laurent Gbagbo est connu pour ne se jeter que dans les batailles qu'il est sûr de pouvoir gagner. Il n'aime pas se jeter dans des batailles qu'il n'est pas sûr de pouvoir gagner, des batailles dont il n'a pas entièrement encadré les circonstances. Donc, quand il est revenu, on a voulu l'amener dans la bataille du contrôle du FPI. Laurent Gbagbo a fait le mou. Il a laissé le FPI dans les mains d'Afin Guessan. Il a créé le PPACI. Mais passons à un quatrième niveau d'analyse du jeu de Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo a compris le piège qui lui a été tendu dans les années 90 et qui a été tendu à toute la classe politique ivoirienne par Alassane Dramane Ouattara. J'espère que vous connaissez le piège. Alassane Ouattara est celui qui a créé l'ivoirité politique, parce qu'à la base, la notion d'ivoirité avait été élaborée comme une synthèse des cultures de la savane, les cultures de la forêt, les cultures des montagnes et les cultures des lagunes. C'était un concept sociologique, anthropologique, ayant pour but de créer une identité culturelle ivoirienne à partir de la mise en alchimie de toutes les sensibilités du quadrilatère ivoirien. C'est ainsi que ce concept avait été de manière inoffensive, non agressive, théorisé par le grand sociologue Niangoran Porquet. Alassane Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, il va donner à ce concept une connotation criminelle, exactement comme Oligui Nguema est en train de faire actuellement au Gabon, avec la gabonité. Alassane Ouattara arrive, il crée la carte de séjour. Il crée la carte de séjour et il provoque une confusion entre l'Ivoirien du Nord et ses frères africains venus du Burkina Faso, venus du Mali, venus de la Guinée, venus du Sénégal, venus du Ghana. Il crée cette confusion. On se met à confondre les Ivoiriens du Nord avec les Africains de la sous-région.
Les Ivoiriens du Nord se mettent à se plaindre. Alassane Ouattara crée la charte du Nord, disant que les nordistes sont persécutés dans le pays. Alors que c'est lui qui a créé ce qu'il faut pour que les nordistes soient persécutés. Et l'erreur que commet l'opposition ivoirienne, le pouvoir ivoirien aussi, à cette époque, le régime Bédié et l'opposition, c'est qu'elles vont s'engouffrer dans cette ivoirité politisée qu'Alassane Ouattara a élaborée pour les piéger. Et pour se constituer le Nord comme bétail électoral, et pour se rendre, eh bien, sympathique aux populations du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, du Ghana, bref, les populations des pays dont les ressortissants étaient pourtant ostracisés par la carte de séjour de Ouattara. Alassane Ouattara entraîne comme cela le régime Bédié vers la soi-disant politique d'ivoirisation des cadres. Et il dit, c'est fait contre les nordistes. Alassane Ouattara entraîne aussi le FPI du président Laurent Gbagbo dans ce discours de l'ivoirité, que ce n'est pas le FPI qui a pourtant créé. Parce que le programme de 1988 du FPI indiquait clairement qu'il s'agissait de créer une nation démocratique socialiste africaine. J'ai le programme ici, publié aux éditions L'Harmattan en 1988. Il entraîne donc et le pouvoir Bédié et l'opposition FPI dans le discours de l'ivoirité. Une fois qu'il les a amenés dedans, il se positionne comme la victime. Pourtant, c'est lui qui a créé l'ivoirité politique. Or, Laurent Gbagbo, revenu de son exil et de ses longues méditations dans la prison de Scheveningen, à La Haye, a compris qu'il lui fallait sortir de ce piège supplémentaire. Le Laurent Gbagbo qui est revenu de La Haye, l'époux de Madame Nadi Gbagbo, originairement Nadi Bamba. Ce Laurent Gbagbo a compris qu'il ne faut plus jamais qu'on l'entraîne et qu'on le reprenne dans le piège de la manipulation de l'ethnicité ou dans le piège de la manipulation de l'origine africaine. Voilà pourquoi vous voyez très bien comment, lorsqu'une partie des manifestants du 9 ou du 16 s'est mise à chanter contre Alassane Dramane Ouattara comme étant un soi-disant petit moussi, le président Gbagbo est monté en première ligne pour réexpliquer à ses partisans, réexpliquer au peuple ivoirien, mais il s'adressait également à toute l'Afrique, pourquoi il a créé le PPACI, c'est-à-dire le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Pourquoi il a dit peuples africains de Côte d'Ivoire? Il a dit ça pour la même raison que nous, avec donc à notre tête le leader de GPS Guillaume Kibafori Soro, nous avons bien compris que tout pays africain est d'abord constitué de générations populaires africaines. Tout pays africain est une synthèse du peuple africain. Tout pays africain est composé de peuples africains, au pluriel. Tout pays africain est d'abord un pays africain, avant d'être le pays des Bambara, le pays des Dogons, le pays des Baoulés, le pays des Bassa, le pays des Mienais, le pays des Congo, le pays de ceci ou de cela, des Zoulous. C'est d'abord un pays africain. L'idée de PPACI, c'est de dire à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, l'identité ivoirienne va d'abord s'enraciner dans la haute dimension de la conscience panafricaine. On ne va pas construire la Côte d'Ivoire contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, contre... Non, on va construire la Côte d'Ivoire avec. Et l'esprit du PPACI, l'esprit de Génération et Peuple Solidaire, est l'esprit du Rassemblement démocratique africain, créé en 1945-46 à Bamako, et dont le PDCI porte le nom, PDCI RDA. C'est l'esprit RDA qui vit dans GPS. C'est cet esprit RDA qui vit dans le PPACI. Laurent Gbagbo a compris qu'il ne faut plus jamais qu'on le prenne dans le piège que Ouattara lui tend. Le piège qui est tendu aux militants du PPACI, c'est que ceux-ci s'illustrent par des propos contre les nordistes, des propos contre les Burkinabés, des propos contre les Maliens, des propos contre les Guinéens, des propos contre les Sénégalais. S'il tombe dans ce piège, Alassane Dramane Ouattara va dire « Merci Seigneur ». Et il va se retourner vers sa population et dire « Je vous avais dit, ces gens-là, ils ne nous aiment pas, ils sont contre le Nord. Hein? Ils n'aiment pas la sous-région, c'est moi qui suis le protecteur des Burkinabés. Je suis le protecteur des Nigériens, c'est moi, c'est moi. » Alors que Alassane Ouattara est le plus grand ennemi de la sous-région.
Donc le président Laurent Gbagbo a déjoué aussi ce piège, en refusant d'être enfermé dans un quelconque chauvinisme. Laurent Gbagbo récuse l'ivoirité politique. La seule ivoirité acceptable, c'est l'ivoirité culturelle. Et dans tous nos pays, la camerounité doit rester culturelle. Ça ne peut pas être quelque chose de politique. Parce que ça amène au micro-nationalisme et ça entraîne à l'anti-panafricanisme. La gabonité doit rester culturelle. Il ne faut pas en faire quelque chose de politique. Ça amène à ce qu'on appelle donc la fameuse préférence nationale. Ça amène à l'anti-panafricanisme. Laurent Gbagbo l'a compris. Et voilà la grandeur de son jeu. Par ailleurs, alors qu'il est le plus ancien des hommes politiques de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, en tout cas des hommes d'État, Laurent Gbagbo joue collectif. Il joue un pour tous, tous pour un. Ce qui est une leçon pour beaucoup de membres des oppositions politiques africaines qui veulent que l'action soit subordonnée à la défense de leur cas individuel. Laurent Gbagbo ne demande pas à GPS de le soutenir lui en tant que Laurent Gbagbo. Il ne demande pas au PDCI de le soutenir lui en tant que Laurent Gbagbo. Il appelle dans le mouvement Trop c'est trop tous les véritables partis de l'opposition à délivrer le peuple de Côte d'Ivoire de Ouattara. C'est du grand jeu politique. Maintenant, je passe à la seconde personnalité par ordre de rang d'homme d'État de l'opposition ivoirienne aujourd'hui. C'est l'ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire. En quoi consiste son jeu politique dans cette séquence fondamentale? Premièrement, Guillaume Kibafori Soro a pour lui un avantage incontestable. C'est l'un des leaders, c'est le leader le plus charismatique du mouvement de jeunesse ivoirien. D'abord, c'est l'un des leaders du mouvement de jeunesse ivoirien et c'est le plus charismatique de tous. Celui qui a le plus marqué de tous les leaders du mouvement de jeunesse en Côte d'Ivoire, eh bien, le mouvement de jeunesse ivoirien, c'est Guillaume Kibafori Soro. C'est le patron des secrétaires généraux de la grande fessée historique. Il n'est pas le premier. En ordre chronologique, des secrétaires généraux de la grande fessée historique, mouvement de gauche, fer de lance de la revendication démocratique ivoirienne des années 90. Chronologiquement, il n'est pas le premier. Mais du point de vue de la capacité d'action, la capacité d'organisation, de l'impact sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, de ces 30 dernières années, c'est lui. Le président Laurent Gbagbo donne en ce sens un témoignage. Il dit que c'est Guillaume Soro qui a désigné les responsables de la jeunesse du FPI, que lui, Laurent Gbagbo, a nommé. Quand il voulait renforcer la jeunesse du FPI, il a demandé à Guillaume Soro de lui dire quels sont les jeunes du mouvement de jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire qui pourraient utilement rejoindre le FPI pour le doper. C'est Guillaume Soro qui a recommandé l'actuel secrétaire général du FPI, le camarade Damana Picasse, au président Laurent Gbagbo. Ça, c'est un. De deux, Guillaume Kibafori Soro, qui a reconnu que ça a été une erreur, une faute, de faire confiance à Alassane Dramane Ouattara en 2002 pour l'aider à se réinclure dans le jeu politique au nom du panafricanisme. Guillaume Kibafori Soro a, comme le président Laurent Gbagbo, une expérience fondamentale de commandement des armées en Côte d'Ivoire. Il y a entre lui, Guillaume Soro, et le peuple de Côte d'Ivoire, une relation qui est aussi intuitive. Il fait partie des hommes politiques que les Ivoiriens devinent. Quand Guillaume Soro, que ce soit sur les campus de Côte d'Ivoire, ou quand il est à la tête d'une organisation politique, se met devant les gens pour parler, on imagine ce qu'il va dire. Parce qu'on le sent, on sait que c'est quelqu'un qui est du pays. Au sens du ressenti, de la vibration. Il a ce lien naturel à sa terre. Troisième élément important de la posture de Guillaume Soro, et cela apporte de la force à l'opposition ivoirienne. De tous les leaders politiques ivoiriens,
Guillaume Soro est celui qui a anticipé sur l'importance de la révolution de l'AES. Avant que l'AES n'apparaisse, Guillaume Kibafori Soro et le mouvement Génération et Peuple Solidaire l'avaient vu. C'est l'homme de Bamouania, Bamako, Ouagadougou, Niamey. À l'époque où l'Alliance des États du Sahel n'était pas encore née, où le Mali, le Burkina Faso et le Niger se défendaient chacun comme ils pouvaient contre les assauts de la CEDEAO néocolonisée, se défendaient comme ils pouvaient contre les menaces de dépeçage de leurs États par les groupes terroristes. Guillaume Kibafori Soro fait partie. Il est le premier homme d'État ivoirien à avoir pris fait et cause pour le Mali, du président Assimi Goïta, le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré, pour le Niger du président Abdourahmane Tiani. Il les a soutenus quand il y avait très peu qui osaient citer leur nom dans leur discours public. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il a un flair historique tellement profond, il savait qu'un jour, le peuple de Côte d'Ivoire devrait compter sur le soutien des peuples du Sahel pour se débarrasser de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Je passe au 4e niveau du jeu. Le président Guillaume Kibafori Soro a anticipé depuis très longtemps l'importance des réseaux sociaux de communication. C'est lui qui a organisé la défaite médiatique et intellectuelle du RHDP sur les réseaux sociaux. Et cela à partir même de la période de sa démission de l'Assemblée nationale et même avant. C'est lui qui, le tout premier, a senti l'importance de Twitter, l'importance de Facebook, de TikTok, l'importance de YouTube, et qui a mis ses équipes au travail sur ce terrain-là. Où, jusqu'à ce jour, les équipes de GPS continuent de terrasser matin, midi et soir tous les milliardaires communicants de Ouattara Dramane. C'est un élément fondamental. Je passe au 5e niveau. Le jeu et l'enjeu de Guillaume Soro dans cette lutte d'opposition. Guillaume Kibafori Soro est un fils du nord de la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro est un chrétien ivoirien, traditionnaliste ivoirien. Guillaume Kibafori Soro est un fils de la civilisation métissée, traditionnaliste chrétienne et musulmane de Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro est le beau-frère des Bété de Côte d'Ivoire, de Daloa. Guillaume Kibafori Soro est donc, en réalité, pour le mouvement d'opposition actuel, la preuve incarnée qu'on ne peut pas dire que c'est un mouvement qui est fait contre le Nord. La présence de Guillaume Kibafori Soro, ivoirien multiplement enraciné dans son pays, laminaire véritable, dans cette bataille pour libérer la Côte d'Ivoire, est la garantie morale incontestable que ce n'est pas une bataille du Nord contre le Sud, de l'Est contre l'Ouest, du centre contre le Nord. Ce n'est pas une bataille ethnique, ce n'est pas une bataille régionale, ce n'est pas une bataille religieuse. C'est la bataille de la libération de la Côte d'Ivoire de l'oligarchie néocolonialiste du RHDP-RDR de Ouattara Dramane. Guillaume Soro est la garantie que c'est le cas. Personne au RHDP ne peut aujourd'hui se lever et dire les mobilisations de l'opposition sont faites contre les Ivoiriens du Nord. Or, Alassane Ouattara aimerait cela. Et la présence de Guillaume Kibafori Soro et de ses compagnons dans la coalition qui va gagner, cette présence casse le mythe du revanchisme contre le Nord. Mieux, on s'accorde à reconnaître que la partie la plus persécutée politiquement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le Nord. On s'accorde à reconnaître que la partie de la Côte d'Ivoire qui a perdu le plus grand nombre d'hommes d'État sous les coups d'Alassane Dramane Ouattara, c'est le Nord. On va commencer à compter. Amadou Gon Coulibaly, esquinté par Ouattara, c'est le Nord. Ahmed Bakayoko,
esquinté par Ouattara, c'est le Nord. Ouattao, esquinté par Ouattara, c'est le Nord. Le ministre Diakité de l'administration territoriale, esquinté par Ouattara, c'est le Nord. Vous pouvez continuer la liste des fils du Nord qui ont été esquintés par Ouattara. Bala Keïta, esquinté par Ouattara, c'est le Nord. Mamadou Ben Soumoro, esquinté par Ouattara, c'est le Nord. Oui! Faites le décompte des fils de la Côte d'Ivoire qui ont été esquintés. Vous vous rendrez compte que le Nord est la partie la plus meurtrie par le régime de Ouattara. C'est avec les fils du Nord qu'Alassane Dramane Ouattara est d'une inhumanité totale. Regardez comment il trimballe depuis plusieurs années. Le vice-président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, Koné Kamaraté Soleiman. Regardez. Regardez comment il maltraite nos camarades. Regardez la violence avec laquelle il s'était abattu contre notre mouvement. Alassane Ouattara a tenté d'abattre l'avion de Guillaume Kibafori Soro sur le ciel d'Abidjan. Il a voulu que cet avion s'écrase en suppliant le président ghanéen de ne même pas permettre un atterrissage. C'est un fils du Nord qui voulait tuer. Guillaume Soro a échappé à au moins 7 tentatives d'assassinat. Au moins 7 tentatives d'assassinat ces dernières années par Alassane Dramane Ouattara. C'est le Nord. Donc, Guillaume Kibafori Soro incarne l'impossibilité pour le régime RHDP de se dire ostracisé sur des bases ethniques. Ce n'est pas possible. De la même façon, le président du leader, bien sûr, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Mamadou Koulibaly, que je ne voudrais pas oublier ici, ils incarnent très clairement l'impossibilité pour Ouattara de se tenir devant n'importe quel micro. On essaie de nous ostraciser à cause de nos origines. C'est faux. Je passe à un 6e niveau d'appréciation. Mais le président Guillaume Kibafori Soro est l'homme d'État le plus capé. Après le président du RHDP, usurpant actuellement la présidence de la République, Ouattara Dramane, et le président Laurent Gbagbo, qui a été président de la République pendant 10 ans, Guillaume Soro est l'homme d'État en capacité d'assumer la Côte d'Ivoire, ipso facto. Il peut la gouverner. Car il a montré par le passé, dans des conditions difficiles et dans des conditions normales, sa capacité à gouverner. Donc c'est un poids lourd pour l'opposition ivoirienne. Je viens maintenant au jeu et à l'enjeu du président du PDCI, Tidiane Thiam. Tidiane Thiam est un fils de la Côte d'Ivoire. Cela est incontestable. Je ne reviendrai pas là-dessus. On a voulu lui faire le chantage de ses origines par le père, etc. C'est un fils de la Côte d'Ivoire. Il est aussi fils de la Côte d'Ivoire par le sang. Il est fils de la Côte d'Ivoire par la terre, par le sang. Ce n'est pas un débat. C'est un fils de la Côte d'Ivoire par l'histoire de sa vie. Il a rappelé utilement, à plusieurs occasions, son parcours scolaire, son parcours académique. Et il est connu en Côte d'Ivoire. Il a ses camarades de classe en Côte d'Ivoire, contrairement à Ouattara Dramane. Tidiane Thiam a montré qu'il avait une signifiance et une représentabilité politique. Parce qu'il a réussi, malgré toutes les tentatives de lui opposer des adversaires internes, il a réussi à prendre le contrôle du PDCI-RDA après la mort du président Henri Konan Bédié. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être capable de se faire élire président du Parti de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une maison à la tête de laquelle vous pouvez vous retrouver si vous n'êtes rien. On peut critiquer, mais il faut reconnaître la valeur des gens. Il s'est même autorisé de faire semblant de quitter la présidence du PDCI-RDA. Et il y a été reconduit par ses camarades avec brio. Ça, c'est un troisième élément important du personnage. Il a réussi à s'imposer comme le chef légitime, pas seulement légal, du PDCI-RDA. Et notamment à battre celui qui s'esquissait comme son principal rival interne, Jean-Louis Billon. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais Tidiane Thiam, bien que dans un premier moment, il ait cru qu'il pouvait évoluer
avec la bonne compréhension d'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara avait voulu se comporter envers lui comme un père envers son fils. Tidiane Thiam a très vite compris que si Alassane Dramane Ouattara en politique vous appelle mon fils, sachez que potentiellement, vous serez la cible d'un filiocide. Si Alassane Ouattara en politique vous appelle mon fils, mon fils, mon fils, sachez que vous êtes en danger. Tidiane Thiam a vécu cela. Il raconte lui-même qu'avant de se lancer vers l'élection présidentielle ivoirienne, il est allé avec sa grand-tante rencontrer Alassane Dramane Ouattara intuitu personae. Et pour lui dire, je sais que vous avez fini vos mandats. Je ne voudrais pas vous déranger, cher doyen, mais je viens vous informer que j'ai l'intention d'être candidat à la prochaine élection. Alassane Dramane Ouattara, en bon serpent crottal à deux têtes, flatta Tidiane Thiam. Mais c'est bien mon fils. Non, 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 non. Mais tu es un fils. Tu sais, la présidence de la République, ça ne m'intéresse plus. Hein. J'ai déjà tout vu dans ma vie, Tidiane. Hein. J'ai tout vu. J'ai tout essayé déjà. Qu'est-ce que j'ai à faire après 80 ans encore à la tête de l'État? Non, tu peux être candidat. Tidiane Thiam témoigne qu'Alassane Ouattara lui a donné le blanc-seing pour avancer. Et il a eu l'occasion d'apprendre ce que nous lui disions et qu'il n'écoutait pas. À savoir qu'il faut se méfier d'Alassane Dramane Ouattara quand il vous prend en paternité, en politique. Cela veut dire que vous êtes un candidat à la mort politique et à la mort physique. Car Alassane Ouattara n'avance en politique qu'en faisant des sacrifices humains. Il a besoin de sacrifices humains pour consolider son pouvoir. Vous avez vu comment il a sacrifié à Lino Faso, par exemple. C'est un sacrifice humain qu'il considérait comme nécessaire pour montrer qu'il est farouche et essayer d'effrayer et le peuple burkinabé et le peuple ouest-africain et le peuple ivoirien. C'est un sacrifice humain. Ouattara avance par sacrifice. C'est comme ça qu'il a fait couper la tête de Nguessan Kouakou Toussaint à Daoukro en novembre 2020. C'est un sacrifice. Et c'est son habitude. Donc, une fois que Tidiane Thiam lui a dit qu'il aimerait s'asseoir dans son fauteuil, sur lequel Ouattara était assis, Ouattara, dans sa tête, a automatiquement, je connais les mécanismes mentaux du satrape, il a automatiquement et spontanément proclamé et prononcé la bordée de jurons dont il est friand. Nyamorode, Batrade, Dangaden, tu vas voir. Tu vas me sentir. Dans sa tête, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'au moment où il verbalisait, non, 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 mais c'est très bien Tidiane. Dans sa tête, c'était Nyamorode, Batrade, Dangaden. Nyamorode, Batrade, Dangaden. Tu vas voir. Et à peine Tidiane Thiam avait-il tourné les talons et était-il sorti de cette audience qu'Alassane Ouattara a muté ses proches pour dire, celui-là, vous me le mettez sous haute surveillance. Hein. Ah non, 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 non. On ne va pas s'amuser avec lui, on va le mater. Je vais lui apprendre que c'est moi qui lui ai redonné son passeport ivoirien, il va voir. Tidiane Thiam, ayant tiré des leçons de cela, ajoute à son jeu une dimension supplémentaire. C'est la démystification de Ouattara, le soi-disant économiste. On doit à Tidiane Thiam un travail très fin pour montrer la différence qu'il y a entre les fonctionnaires du FMI et la Banque mondiale, les fonctionnaires de la Banque de France et les véritables patrons de l'économie. Tidiane Thiam a attiré notre attention sur le fait que ce monsieur de Ouattara n'a jamais pris de risque. Il n'a jamais pris de risque dans sa vie. Il a toujours travaillé sur la base d'une nomination. Il n'a jamais mené une affaire sérieusement. Nomination à la Banque mondiale, nomination au FMI, nomination... Il n'a jamais rien risqué. Il est fait pour des carrières à salaire. Tidiane Thiam a souligné le fait que lui, par son expérience, il a tout risqué. Il a participé à des aventures économiques extrêmement libres dans lesquelles tous les coups sont permis, où la concurrence est rude et impitoyable, contrairement aux fonctionnaires planqués recommandés par Paris dans la Banque mondiale, dans le FMI ou à la Banque de France. Donc Tidiane Thiam contribue à démystifier le soi-disant technocrate venu de Washington, du FMI, etc. Et à le présenter en réalité comme un simple exécutant
un simple fondé de pouvoir d'une oligarchie france-africaine, en perte de vitesse partout sur la terre, y compris dans les négociations sur la paix en Ukraine. Tidjane Thiam arrive et apporte la démystification totale du mythe de l'excellence extraordinaire économique de Ouattara. Enfin, il a redressé le tir, Tidjane Thiam, en ramenant le PDCI sur le sentier du RDA et en le faisant travailler en bonne entente avec le PPACI du président Laurent Gbagbo et en arrêtant les actes d'hostilité maladroite qu'il avait commencé envers GPS de Guillaume Kibafori Soro. Tidjane Thiam apprend à jouer collectif parce qu'il n'a pas le choix. Ouattara Draman lui a imposé l'exil. Ouattara Draman lui impose la marginalisation. Ouattara Draman lui inflige l'exclusion la plus humiliante de sa vie. L'exclusion des listes électorales de son pays natal. Tidjane Thiam, confronté à cette expérience, apprend à travailler politiquement comme un opposant déterminé. Et il est heureux que dans ce malheur, le PDCI-RDA retrouve les couleurs véritables du RDA, Rassemblement démocratique africain. Ce qui veut dire que la jeune garde du PDCI-RDA va incontestablement monter en puissance dans ce parti. Parce que la politique que le PDCI commence à faire là, elle ne peut pas être faite avec des gens qui cherchent les nominations. Elle ne peut pas être faite avec des gens qui sont habitués au pouvoir et qui ne supportent même pas d'être dans l'opposition longtemps. Elle ne peut pas être faite avec des gens qui sont des mous du salon. La phase dans laquelle le PDCI est entré là, c'est une phase de combat politique intense. Je conclus mon analyse de ce premier point de cette émission en vous disant que quand vous analysez le jeu des principales figures de l'opposition, vous comprenez qu'Alassane Draman Ouattara livre son dernier combat politique. Il ne pourra plus se réfugier au Burkina, au Mali, au Niger, au Sénégal. Même en Guinée, il ne pourra plus se réfugier. Alassane Ouattara n'a plus de base arrière pour mener la lutte politique en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne pourra plus instrumentaliser les Ivoiriennes et les Ivoiriens du Nord. Ils ont compris, ils sont quittés dans ça. Ils ont compris qu'il faut libérer la Côte d'Ivoire et qu'il faut arrêter de s'enfermer dans ces perceptions nordistes, sudistes, centristes, ouestistes, estistes. Cela ne vaut rien face aux grands enjeux du monde et de l'Afrique contemporaine. Alassane Ouattara est en difficulté parce que son plus grand soutien, le néocolonialisme français, est en difficulté. Il a vu Bazoum tomber, Macron promettre tous les enfers à Tiani et rien n'est arrivé. Il a vu Ali Bongo tomber, crier « Make noise, make noise ». Rien n'est arrivé. Il a vu Alpha Condé tomber. « Make noise, make ». Rien n'est arrivé. Alassane Ouattara sait que c'est le dernier combat politique de sa vie qui est engagé et toutes les conditions pour qu'il le perde sont réunies. Je conclus en disant, les deux mobilisations du 9 août et du 16 août ne sont que des petites gouttes d'eau de la mer, que dis-je, de l'océan populaire qui va prendre ses responsabilités en Côte d'Ivoire dans les prochains jours. Alassane Draman Ouattara ne pourra pas vaincre ce peuple de Côte d'Ivoire qui s'est levé là. Écrivez ça. Et je rappelle une fois de plus que ce n'est pas lui qui autorise les manifestations. C'est la mobilisation exceptionnelle du peuple Côte d'Ivoire qui contraint Ouattara à accepter les manifestations. Les futures mobilisations seront monstres. Les futures mobilisations seront énormes, immenses. Ce ne sera pas seulement Abidjan, ça sera le pays tout entier qui se mettra en mouvement. Alassane Ouattara n'aura pas d'autre choix que de quitter le pouvoir. Car il n'a droit ni au troisième mandat qu'il vient de faire, ni au quatrième mandat qu'il souhaite faire. Ce à quoi Alassane Ouattara a droit en Côte d'Ivoire, c'est d'être arrêté, jugé et exceptionnellement condamné pour sa méchanceté envers ce pays qu'il a accueilli, qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu, et ce pays qu'il a défiguré.
Ce pays qu'il a tripatouillé, qu'il a pillé, qu'il a humilié, c'est tout ce qu'il mérite dans cette affaire.